Oui, cette politique est bonne. Descends, on peut le dire. Descends, on peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Quel est le vrai bilan d'Emmanuel Macron? Au moment où son quinquennat se termine presque, on est tellement envahi d'informations sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, sur ses sorties, sur ses phrases, sur les scandales, sur l'affaire Benalla, sur le Covid, qu'on a du mal à faire le tri. Pour y voir plus clair, il nous a semblé important de revenir sur son bilan, notamment économique et social. La première chose sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'était les ordonnances travail. Les ordonnances travail, c'est une réforme, c'est un terme réforme de la classe dominante pour décrire des régressions sociales et les faire passer pour novatrices, mais en réalité, le droit du travail, lui, il a pris bien cher au début du quinquennat de Macron. Qu'est-ce que contenaient ces ordonnances? Eh bien, une série de mesures visant à rendre le droit du travail moins flippant pour les employeurs, puisqu'à l'époque, le gouvernement parlait beaucoup de la peur d'embaucher. La peur d'embaucher l'emporte sur la nécessité de l'embauche. Donc pour ça, c'est très simple, les contrats précaires ont été facilités. Également, le CDI de chantier a été créé à ce moment-là. Le CDI de chantier, c'est un CDI, sauf que il s'arrête quand la tâche pour laquelle vous avez été recruté se termine également. Donc il y a eu d'autres aspects, notamment la facilitation du travail de nuit. En France, il y a de plus en plus de gens qui travaillent de nuit, parce qu'il y a des secteurs qui sont très gourmands en travail de nuit, notamment la distribution, le transport, etc. Ces ordonnances ont également réduit le poids des syndicats. Depuis les ordonnances travail, il est possible pour les employeurs de négocier sur tout un tas d'aspects sans forcément faire appel à des délégués syndicaux. Également, ces ordonnances ont réduit le poids des représentants du personnel. Les représentants du personnel étaient auparavant divisés dans 3 instances, donc les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CE, et le CHSCT, donc comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui était chargé de la santé et de la sécurité, comme son nom l'indique. Ces 3 instances ont été fusionnées, soi-disant pour simplifier, mais en réalité, cette fusion a abouti à 2 choses. La première, c'est que depuis, en quelques années, le nombre d'élus dans les entreprises françaises a diminué de 33%, et également, selon le rapport du comité d'évaluation de ces ordonnances, en 2020, il nous disait que ces nouveaux élus de cette nouvelle instance fusionnée étaient en surcharge de travail, c'est-à-dire qu'ils arrivent à beaucoup moins faire ce qui était auparavant dévolu à 3 instances, et en étant moins nombreux, ce qui semble évidemment tout à fait logique, et ce qu'il était déjà à l'époque, mais évidemment, souvenez-vous, on nous disait qu'il s'agissait d'améliorer le dialogue social, sous-entendu évidemment le monologue patronal. Mais surtout, les ordonnances, leur cerise sur le gâteau, ça a été la barémisation des indemnités prud'homales. Donc quand vous contestez un licenciement, que vous estimez qu'il est fait sur des bases ni réelles ni sérieuses, vous pouvez aller au prud'homme. Et les prud'hommes pouvaient évidemment condamner l'entreprise à verser des indemnités. Désormais, les entreprises savent à l'avance ce qu'elles payent. Ces indemnités sont barémisées, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ancienneté, l'entreprise peut savoir combien ça peut vous coûter de vous licencier sans cause. On pouvait s'y attendre, c'est que les salariés ont de moins en moins recours au prud'homme, c'est-à-dire contestent de moins en moins les injustices qui leur sont faites. On peut dire oui, c'est vrai, c'était un coup dur pour les salariés, mais c'était nécessaire pour redonner du lest à nos entreprises et les libérer de cette fameuse peur d'embaucher pour créer de l'emploi. Mais c'est pas du tout ce qui s'est produit. Aucun rapport d'évaluation n'a jamais conclu au moindre effet positif sur l'emploi. Le seul effet tangible des ordonnances travail sur l'emploi serait donc tout simplement celui de la hausse continue des contrats précaires. Le deuxième gros chantier de Macron et son gouvernement, qui a été engagé dès le début du quinquennat, ça a été sa réforme fiscale. Sa réforme fiscale, elle a eu plusieurs volets, et le premier, le plus connu, c'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou plutôt de la suppression de la part de cet impôt qui concernait le patrimoine financier. C'est-à-dire que tout un tas de produits financiers possédés par les ménages ne sont plus taxés lourdement comme il l'était avec l'impôt de solidarité sur la fortune qui avait été mis en place dans les années 80. Alors, tout d'abord, sait-on à qui ces réformes a profité exactement? Bien sûr aux plus fortunés des Français. Bien, cet ISF sur le patrimoine financier a été supprimé, ce qui fait que la détention de capital financier n'est plus taxée, mais c'est aussi le cas des biens de luxe, des jets privés, des yachts et autres voitures de collection. Donc cette mesure qui nous coûte 4 milliards d'euros par an, par exemple, provoquait des effets très concrets. Dès 2018, par exemple, la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, qui auparavant était haut cadre notamment chez Danone et qui donc avait empoché un pactole au cours de sa carrière,
a pu économiser depuis 62 000 € par an grâce à cette mesure. Donc les ministres, pour le coup, en ont directement bénéficié. Une même mesure fiscale a été votée dans la même loi de finances, on en parle un petit peu moins, mais c'est aussi très important, c'est le prélèvement forfaitaire unique à 30%, également appelé flat tax. Concrètement, il s'agit de la fiscalité du capital. Jusqu'à présent, la fiscalité du capital présentait plusieurs taux liés notamment à votre tranche d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que les plus riches, évidemment, ceux qui étaient dans la dernière tranche, payaient davantage. Or, en mettant tout le monde au même taux, c'est-à-dire un taux de prélèvement unique à 30%, les plus riches ont fait évidemment de grosses économies. Donc ça ne concerne pas, attention, votre livret A, cette flat tax, vous n'avez rien gagné là-dessus, ça concerne les dividendes, les plus-values de cession immobilière, l'assurance vie. La baisse de la flat tax, 44% de cette baisse, selon le ministère des Finances, aurait profité aux 1% les plus riches. Au total d'ailleurs, la suppression de l'ISF et la mise en place de la flat tax rapportent d'ailleurs chaque année 1,5 million d'euros par an aux 100 foyers les plus riches, toujours selon le ministère des Finances. On va nous dire qu'on est mauvaise langue. L'objectif, à l'époque affiché, était de pousser les plus riches à investir dans notre économie, à investir dans nos entreprises, à contribuer à la croissance, à libérer les énergies. C'était ça le discours qui était tenu. Qu'en est-il vraiment 4 ans plus tard ? Eh bien, le bilan est nul. France Stratégie, donc, qui est l'organisme gouvernemental rattaché au Premier ministre, chargé notamment de l'évaluation des politiques publiques, le dit clairement. Il nous dit, dans un rapport qui est sorti il y a à peu près un mois, l'observation des grandes variables économiques, croissance, investissement, flux de placements financiers des ménages, etc., avant et après les réformes, ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes. C'est une façon polie de dire que ça n'a pas fonctionné. L'autre volet fiscal du quinquennat de Macron a concerné ce que les entreprises privées payent, ou plutôt ne payent plus en termes d'impôts et de cotisations sociales. Là-dessus, il s'est situé dans la droite ligne de ses prédécesseurs, notamment François Hollande, dont il était quand même le ministre de l'économie, c'est important de le rappeler. Par exemple, il a reconduit un dispositif qui s'appelle le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE. Donc Macron l'a reconduit, alors même que déjà à l'époque, on savait que ça ne servait à rien. Donc pour 20 milliards d'euros par an, Macron a créé une nouvelle exonération de cotisations sociales, de cotisations patronales pour les entreprises privées. Ça, c'est 20 milliards d'euros. Ce qui a été reconduit, c'est également le crédit impôt recherche pour un montant de 10 milliards d'euros par an environ. Et puis d'autres exonérations de cotisations. Les macronistes disent exonérations de charges, évidemment, notamment la réduction Fillon, qui s'appelle en réalité réduction générale de cotisations sociales. Pareil, on a à peu près pour 10 à 15 milliards d'euros par an. 10 à 15 milliards d'euros par an que nous payons, nous contribuables, à la place des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne payent pas leurs cotisations et c'est nous, via l'État, qui leur payons. Pourquoi ? Eh bien, si on prend la réduction générale des cotisations sociales, toujours France Stratégie, dans son dernier rapport, nous dit que son efficacité sur l'investissement, sur l'emploi, n'a pas été démontrée. C'est également le cas du CICE, dont les rapports successifs montrent qu'il n'a pas eu d'effet. Par exemple, pourquoi il n'a pas eu d'effet ? Tout simplement parce que c'est de l'argent distribué aux entreprises sans contrôle, sans contrepartie. Et par exemple, on apprenait en 2019 que Michelin avait touché des millions d'euros au titre de ce dispositif et s'en était servi pour acheter des machines en France et les envoyer dans ses usines délocalisées à l'étranger. Donc autant dire que l'effet sur l'emploi en France était évidemment tout à fait nul, mais c'était parfaitement légal puisque ces dispositifs ne nécessitent pas de contraintes particulières. Donc forcément, ces politiques fiscales, elles ont conduit à quoi ? Dans les entreprises, évidemment, le seul effet tangible, ça a été que chaque année, on bat des records de distribution de dividendes, puisqu'évidemment, les entreprises ont plus les coups des franches, elles ont une masse salariale qui est moins importante du fait que le contribuable paye une partie de leur cotisation patronale à leur place. Globalement, si on prend en compte ce genre de mesures, mais également la suppression d'ISF, la mise en place de la flat tax, on nous disait il y a quelques jours, le 17 novembre, l'Institut des politiques publiques nous montre dans un rapport qu'au cours du quinquennat Macron, ce sont les 1% les plus riches qui ont bénéficié de la plus importante hausse du pouvoir d'achat, ce qui est évidemment tout à fait logique si on regarde ces réformes fiscales. Les plus pauvres, eux, ont perdu des moyens. Troisième volet important du bilan économique et social de Macron, c'est ce qu'il a fait à notre protection sociale. 4,2 milliards d'économies ont été demandées rien qu'à l'assurance maladie, et depuis, chaque année, c'est à peu près 4 milliards d'économies qui sont demandées, y compris en 2020, alors qu'on était en pleine pandémie. Évidemment, ces économies demandées à l'assurance maladie pèsent sur notre système de santé, en particulier sur notre système hospitalier. Au sein de notre protection sociale, de toute façon, la principale cible d'Emmanuel Macron, ça a été l'assurance chômage.
Donc l'assurance chômage, il s'en est pris dès le début, il s'en est pris aux chômeurs dans ces petites phrases, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, souvenez-vous-en. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. L'été 2018, au Parlement, a été votée une loi qui a un nom vraiment orwellien, puisqu'elle s'appelait la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et pourquoi c'est orwellien? Parce qu'en réalité, la loi contenait l'inverse de ça, notamment pour les chômeurs. Une des principales mesures, ça a été de décréter qu'un chômeur peut se voir privé de son indemnité s'il refuse 2 offres raisonnables d'emploi. Qu'est-ce qu'une offre raisonnable d'emploi? Pendant tout un temps, une offre raisonnable d'emploi, c'était une offre située pas trop loin de chez soi, une offre correspondant peu ou prou à sa rémunération antérieure et à sa branche, etc. Désormais, qui définit si une offre est raisonnable ou pas? C'est votre conseiller Pôle emploi. Ces critères disparaissent et vous ne pouvez plus refuser un emploi parce que sa rémunération est très inférieure à celle de votre emploi précédent. L'objectif, évidemment, c'est de vous mettre au pas, que vous acceptiez n'importe quelle offre possible. Également, depuis septembre dernier, un nouveau mode de calcul a été mis en place. Pour le dire très vite, plutôt que de calculer votre allocation sur la base de vos salaires des 12 derniers mois divisé par le nombre de jours travaillés, on calcule ça sur les 24 derniers mois en prenant en compte les jours non travaillés, de telle sorte que vos périodes de non-travail aboutissent à diviser encore plus cette allocation. Également, il faut désormais travailler 6 mois pour pouvoir recharger son allocation chômage au lieu de 4 mois comme c'était le cas précédemment. Alors Macron avait prévu dans son programme que l'assurance chômage indemnise désormais les démissionnaires et les indépendants. Ça, c'était un peu sa grande mesure sociale, ça a été beaucoup mis en avant. Mais en réalité, les critères sont tellement restrictifs qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui peuvent se faire indemniser dans ces cas-là chaque année. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'avoir un projet professionnel clairement écrit, une création d'entreprise, bref, il y a tout un tas de critères qui fait que ça profite pas du tout à l'ensemble des démissionnaires et des indépendants, comme son programme le laissait penser. Mais en même temps, comment être surpris, puisqu'il s'agirait d'une mesure vraiment sociale, et que si vraiment les démissionnaires étaient indemnisés, alors ils pourraient faire du chantage à leur employeur quand les choses se passent mal, et donc ça changerait les rapports de force dans les entreprises. Mais évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Donc pourquoi cette réforme? Évidemment, du point de vue des macronistes, on va vous dire c'est pour pousser les gens à prendre un emploi et ne pas se complaire dans le chômage. Rappelons donc les faits, qu'il y a un emploi vacant pour 21 personnes au chômage, et que quand on parle des offres non pourvues, en réalité, on ne parle pas d'offres qui sont absolument vacantes, mais d'offres qui sont en cours de recrutement, d'offres qui ne sont pas bien rédigées, comme le montrait Alternative économique ce mois-ci. Bon, alors tout n'a pas été liquidé, évidemment, il reste beaucoup de travail à faire pour un artisan de la bourgeoisie comme Macron, notamment la réforme des retraites qui, elle, n'a pas eu lieu, à la fois parce qu'il y a eu des grandes manifestations et des grèves très importantes. Sur le parcours parisien, la foule des manifestants est compacte. Mais également parce que la pandémie a commencé au moment où la situation était devenue très difficile pour le gouvernement. Cette réforme par points et universelle, soi-disant, visait à effacer les différences de départ à la retraite selon les professions et selon la pénibilité, et instaurer un système par points qui varierait chaque année en fonction de grands déterminants économiques, comme le niveau de PIB par exemple. Ce qui veut dire que si cette réforme avait été applicable dès 2020, par exemple, eh bien, la chute forte du PIB de cette année aurait eu des conséquences sur les pensions de retraite. Mais cette réforme, elle a pour but de faire une réforme des retraites qui soit très faible, qui soit très cheap, et sur lequel la plupart des gens qui en ont les moyens s'occuperaient de compléter avec leurs propres assurances. C'est vers ce système-là, en tout cas, que Macron voulait aller. Il n'a pas réussi, et c'est pourquoi il se représente, puisque sur le plan économique et social, beaucoup de choses restent à faire pour liquider le modèle social français. Voilà un premier bilan qu'on peut faire de ces mesures économiques et sociales, en pointant le fait qu'à chaque fois, le gouvernement nous disait « vous allez voir les effets », que les effets n'ont pas eu lieu, et que finalement la plupart des grands médias ne s'emparent pas, ne font pas cette évaluation quelques années après. C'est pourquoi on l'a fait aujourd'hui. Si vous avez aimé cette chronique et que vous aimez le travail de frustration, sachez que vous pouvez nous soutenir avec un abonnement que vous trouverez sur la page en description de cette vidéo.